On lui répond Mais pas. il faut C'est Gad Elmaleh Ah qui oui, m'appelle, on va lui répondre en direct. hein. Mais lui, voilà. Gad, tu sais que je suis en direct à la télé, Baba? Vous êtes en Floride parce que c'est dans cet état du sud-est des États-Unis que l'élection pourrait se jouer. Periscope, Meerkat, Snapchat, and now Facebook. Now the live stream video battle is on. Peut-être, on a vu dans la séquence à l'instant du sport, du divertissement, de la politique donc, et du news plus généralement. Et puis on a vu aussi une évocation des nouvelles plateformes numériques. Donc on va voir peut-être la façon dont les deux univers se croisent. Mais pour commencer, NPS et CSA ont réalisé il y a une étude qu'on a publiée la semaine dernière, dans laquelle ce sur quoi les journaux ont plutôt insisté, c'est sur le fait qu'il y avait 40% des Français qui disent aujourd'hui préférer une programmation à la demande, un accès à la demande au programme. Mais symétriquement, ce qui nous avait, nous, surpris, c'est que les autres, 60%, disent préférer et privilégier encore la diffusion linéaire, c'est-à-dire celle qu'on regarde au flux de la journée. Est-ce que c'est pour vous surprenant, rassurant? Est-ce que c'est un paradoxe peut-être, Thomas, Valentin? Il y a peut-être 60% de gens qui le disent, mais ce n'est pas exactement ce qu'ils font. En fait, 95% de l'audience aujourd'hui est linéaire. Et sur les 15-24 ans, c'est 87% de l'audience qui est linéaire. Mais c'est vrai que l'offre délinéarisée s'est énormément développée avec les réseaux à large bande et la disponibilité de plateformes comme Sisplay, et que c'est devenu naturel. Qui imagine aujourd'hui une télévision qui n'offrirait pas de replay? Donc la télévision, notre métier aujourd'hui, c'est de faire de la télévision linéaire et non linéaire. C'est la même chose, c'est le même métier, c'est la même activité, et la télévision non linéaire se développe de plus en plus. Alors, juste pour rajouter quelques éléments qui ne sont pas toujours dans les têtes. Premièrement, il y a 10 ans, puisqu'on parle de l'explosion de la télévision il y a 10 ans en France, parce qu'on est passé de 6 à 27 chaînes, il y a eu d'autres explosions. 90% des gens ont accès aujourd'hui à Internet. Il y a une disponibilité de réseaux sociaux, des milliards de vidéos vues et qui peuvent être vues par tous les moyens. Il y a une explosion de l'offre à la demande absolument considérable, des chaînes, mais aussi d'autres pôles de vidéos qui ne sont pas des chaînes de télévision. C'est absolument considérable. Et est-ce que les gens continuent à regarder la télévision? Oui, les gens. La durée d'écoute de la télévision, elle est de 3 heures. Elle était il y a 10 ans de 3h24. Elle est aujourd'hui de 3h24. Exactement le même volume d'écoute de la télévision. Et à ça s'ajoute l'audience de replay. C'est à peu près 10 minutes qui est mesurée aujourd'hui sur les téléviseurs, et l'audience sur tous les devices possibles et imaginables qui ajoute à peu près encore 15 minutes de plus. Donc il y a une consommation de plus en plus importante. Et quand on est une chaîne de télévision qui fait ce métier de linéaire et non linéaire, on a, je crois, un atout absolument considérable. C'est la puissance de la télévision. Aujourd'hui, chaque jour, il y a 38 millions de personnes qui regardent la télévision. Chaque jour, 38 millions de contacts. Ça représente un volume absolument considérable. Pour une chaîne comme M6, c'est entre 20 et 24 millions de contacts par jour. Ça, c'est le contact en live, puisqu'on parle du live et du différé. Sur le différé, nous avons fait quelque chose qui était assez risqué. Il y a un peu moins d'un an, on a lancé le Sisplay avec inscription, avec login. C'est-à-dire que pour regarder Sisplay, il faut se loguer. Il n'y a aucune chaîne européenne continentale qui l'a fait, on est les seuls à l'avoir fait, et le résultat est assez spectaculaire, puisque nous avons aujourd'hui 13,5 millions d'inscrits. Aujourd'hui, un tiers des adolescents qui vivent en France, pas qui regardent la télévision, qui vivent en France, sont inscrits à Sisplay. Donc la télévision est entrée dans la data.
Donc on ajoute la puissance du live, la puissance de cette télévision qui est linéaire, on y ajoute la puissance et la précision de la télévision non linéaire, avec des résultats qui sont tout à fait spectaculaires, tant sur le plan de la manière de proposer des programmes personnalisés à chacune des personnes qui sera inscrite, mais aussi de pouvoir leur parler directement. 13,5 millions de personnes inscrites en moins d'un an, uniquement avec Sisplay. Imaginez si jamais il fallait se loguer, c'est-à-dire s'inscrire gratuitement pour regarder M6. On aurait 60 millions d'inscrits. 60 millions de personnes dont qu'on connaît personnellement, entre guillemets, sur lesquels on a 60 millions de data. Le tout avec la puissance de la télévision qui est bien connue depuis des années et dont l'audience ne baisse pas. Voilà. Donc, ce que je veux dire simplement avec ces quelques chiffres, c'est que aujourd'hui, la télévision reste extrêmement puissante. Il y a quelque chose que nous avons travaillé toutes les chaînes de télévision depuis 8 ans, c'est la digitalisation du on-demand, de la télévision à la demande. Mais ce qui va arriver dans quelques années, et on travaille beaucoup là-dessus, c'est la digitalisation de la chaîne linéaire. C'est-à-dire la possibilité de travailler sur la chaîne qui est diffusée en direct avec des innovations qui vont encore donner, je pense, de la puissance. Et juste pour terminer, un point, parce que la question se pose, on se l'est même posé ce week-end, savoir qu'est-ce que ça veut dire live. Est-ce que live, ça veut dire en direct, comme une émission en direct, comme un match de foot en direct, ou est-ce que ça veut dire linéaire? Là, quand je parle de la télévision... Est-ce que ça peut même être du Canada Dry, c'est-à-dire des émissions de flux notamment, qui donnent le sentiment à celui qui le regarde qu'elles sont de vivre quelque chose en direct, alors que c'est totalement enregistré? Alors, sur la télévision linéaire, qu'est-ce qui va sauver la télévision linéaire? Pas besoin d'être sauvé, mais qu'est-ce qui marche le mieux aujourd'hui? Les gens disent, c'est le live, c'est le direct, c'est-à-dire un match de foot en direct, ça peut réunir des millions de personnes parce qu'ils vivent en direct simultanément une émotion collective. C'est tout à fait vrai. Mais il y a des tas d'autres programmes qui ne sont pas en direct et qui créent des émotions collectives. Parce que qu'est-ce qui est important en télévision? C'est pas tellement le direct, c'est l'imprévisible. Or, il y a beaucoup... Alors, évidemment, un match de foot, c'est imprévisible. Donc, tout le monde va regarder, et on va regarder en même temps pour savoir qui va gagner, est-ce que le ballon va aller au fond des buts ou pas. Mais il y a des tas de programmes qui sont enregistrés, qui sont imprévisibles. Et si vous regardez une émission comme Incroyable Talent, par exemple, on ne sait, elle est pourtant enregistrée, ou Le Meilleur Pâtissier, elle est pourtant enregistrée depuis des mois, mais les gens vont regarder pour savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va tomber à la fin? Est-ce que le gâteau va être réussi ou pas? Et donc, on a de l'imprévisible. Dans les fictions, on peut avoir de l'imprévisible. Qu'est-ce que c'est qu'un cliffhanger dans une série? C'est de l'imprévisible. Et on peut créer dans des fictions de l'imprévisible aussi. Et dans un autre élément qui est très important et que seule la télévision peut donner, c'est également l'infalsifiable. C'est-à-dire qu'il y a des programmes qui sont tellement intenses, tellement vrais, parce qu'on raconte une histoire qui s'est réellement passée, qui a été filmée dans les conditions, que ce programme peut emporter une adhésion. Il n'est pas du tout en direct, il est réalisé à l'avance, mais il va être considéré aujourd'hui comme authentique. Et aujourd'hui, les gens savent que à la télévision, mais aussi sur Internet. On s'est rendu compte qu'Internet, ou le digital, ce n'était pas le lieu de toutes les vérités, c'était aussi le lieu de toutes les manipulations. Et malgré donc l'infalsifiable, l'authentique, le vrai, prend d'autant plus de puissance, et surtout quand il est diffusé en live, si je puis dire, en direct, et que tout le monde y participe en même temps. Alors vous avez effectivement élargi la notion de live. Enfin, le cœur, c'est effectivement le direct, c'est le football, hein, et on en parlera avec Didier Quillot. Vous avez fait l'expérience, vous avez fait le pari d'investir beaucoup sur l'Euro 2016, ça vous a beaucoup réussi. Est-ce que comme ça, les chaînes de télévision sont condamnées à aller vers des programmes qui coûtent de plus en plus cher, mais qui sont les seuls à assurer, comme la finale de l'Euro 2016, qui sont les seuls à assurer encore des audiences gigantesques et qui, là, ne sont non reproductibles sur les réseaux sociaux?
Je pense que ça sera le cas pour longtemps, que ces grands événements sportifs dans lesquels la qualité du spectacle, la qualité de la retransmission, regardez les moyens qui sont mis pour retransmettre un match à la télévision. Il y a des dizaines de caméras, il y a des électroniques pour voir des loupes, etc. Il y a un dispositif sur grand écran qui donne une qualité de retransmission qui est exceptionnelle. Donc oui, je pense que pour très longtemps, ces grands événements sportifs qui ont lieu de temps en temps à la télévision seront imbattables sur la télévision. Mais ce n'est pas le seul élément qui permet de réunir beaucoup d'audience à la télévision, contrairement à ce qu'on dit. Je crois beaucoup, ce que je viens d'expliquer, mais je crois beaucoup qu'il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas en direct et qui permettent de rassembler énormément de gens, ce qui n'est pas le cas des réseaux sociaux, mais ce n'est pas tellement la fonction non plus des réseaux sociaux. Peut-être on reviendra tout à l'heure sur les arbitrages que ça peut conduire à opérer entre programme de flux et programme de stock. Mais peut-être Didier Quillot, donc vous dirigez la Ligue. D'abord, est-ce que vous achetez, entre guillemets, cette définition de la valeur du foot parce que c'est imprévisible, ce que disait Thomas Valentin à l'instant. Et puis sinon, en tout cas, à l'entendre et à constater les audiences, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles en termes de valeur de vos droits. Bonjour à toutes et à tous. Oui, tout le monde a fait la promo du foot, donc je vais juste compléter. Donc oui, en effet, on peut dormir sur nos deux oreilles. Alors je voudrais donner 2-3 éléments. Est-ce que vous savez quel est le record historique en France sur une chaîne de télévision d'audience? C'est France-Portugal de demi-finale Coupe du Monde 2006. TF1, 22,5 millions de téléspectateurs. Et le même France-Portugal en finale de l'Euro 2016, cette année, 10 juillet, sur M6, 21 millions de téléspectateurs, 74% de PDA, si je ne me trompe pas, Thomas. Donc, ceux qui étaient sur Canal+. Plus ceux qui étaient sur Canal+. Donc, en effet, pour répondre à votre question, oui, c'est clair que, évidemment, moi qui dirige la Ligue de football, je peux que me réjouir que le football soit à ce point un carrefour d'audience. Alors pourquoi Parce que je pense que ça rassemble dans une même unité de lieu et de temps, ça rassemble des communautés, donc soit une famille, soit des amis, soit des supporters d'un club, soit des supporters d'une équipe. Donc il y a cette notion de simultanéité, de rassemblement, de communauté, il y a cette notion d'émotion. Donc, parce qu'on supporte une équipe ou on supporte un pays, dans le cas d'un grand événement avec des équipes nationales, il y a cette dimension émotion, il y a cette dimension instantanéité. Voilà, donc tout ça, je pense que Thomas l'a parfaitement résumé. Donc pour cette raison, on est assez tranquille du point de vue de la valeur de nos droits. Et je voudrais dire d'ailleurs que ça concerne à la fois la Free TV et la Pay TV. Donc c'est grâce au football que TF1 ou M6, pour prendre 2 exemples en France, réalisent leurs meilleures audiences. D'ailleurs, les 5 plus grandes audiences en France de tous les temps sont 5 matchs de football. D'ailleurs, j'avais oublié ce point-là. Mais ça concerne aussi la Pay TV. Regardez ce qui se passe en Angleterre. Je ne vais pas prendre l'exemple de la France, même si on peut en reparler dans un instant. Donc, la Pay TV, aujourd'hui, avec la valeur des droits du football de la Première Ligue, qui sont à plus de 3 milliards par an, les droits domestiques plus les droits internationaux, avec la bataille entre Sky d'une part et puis BT d'autre part. Donc on voit bien que le football est à la fois un carrefour d'audience pour des chaînes free et puis une notion d'existence même pour la Pay TV. Alors peut-être que cet après-midi on pourra interroger Maxime Sada sur la valeur du football chez Canal+. Je serais curieux d'entendre sa réponse d'ailleurs donc à ce sujet. Mais sur les raisons d'abonnement, enfin en tout cas en Angleterre, si on peut considérer que c'est le benchmark, puisque que ce soit à la fois en termes de marketing du football avec la Première Ligue, qui fait beaucoup mieux que la Ligue française, il n'y a pas photo, mais en termes de valeur des droits, plus de 3 milliards, ça fait là aussi beaucoup mieux que ce que paye Canal+ et beIN réunis. Donc il y a cette dimension économique qui est incontestable. Et enfin, je rajouterai, parce qu'il y avait une question sur la complémentarité entre le live et la VOD, et peut-être que mon voisin en parlera mieux tout à l'heure. Je pense que la VOD est aussi maintenant un nouveau vecteur, un nouveau canal de diffusion du football, enfin du sport en général et du football en particulier. Je parle sous ton contrôle. Sur YouTube en France, enfin sur YouTube, pardon, sur la chaîne YouTube, donc la Ligue de foot
française a 500 000 abonnés. La Liga espagnole 1 million et la Bundesliga plus de 1 million. Donc j'ai plus les chiffres en tête de la première ligue. Donc ça veut dire que la VOD, quand elle intervient en tant que complément marketing et complément éditorial, avec des résumés, des résumés avec des trucs sur l'histoire du football, enfin avec des programmes particuliers. Donc on a nous avec YouTube un partenariat qui permet d'avoir donc du football sur YouTube en complément de ce qu'il est en direct. Mais on voit bien que la VOD, pour nous en tout cas, n'est pas un concurrent du live, elle est un complément. Je voulais revenir, vous avez vous-même souligné la différence des prix des droits du foot entre la Grande-Bretagne et la France. Comment est-ce que vous expliquez cette différence? Est-ce que vous regrettez que Canal+ et beIN Sport aient pu s'entendre pour minimiser les droits du foot lors du dernier appel d'offres? Je ne veux pas répondre à la deuxième partie de la question. Par contre, sur la première partie... Parce que c'est un rapport de 1 à 3, ou même 3,5. C'est un rapport de 1 à 3,5. Oui. En fait, je pense qu'il y a... Je dirais, pour faire court, il y a deux choses qui expliquent cet écart. Le premier, c'est la valeur du produit. C'est vrai que le football anglais aujourd'hui, en termes de valeur marketing du produit, est un produit qui est mieux marketé que notre football français, que ce soit en termes de... D'abord, il y a la culture football. Voilà, en Angleterre, quand on est... je ne sais plus quel dirigeant de club anglais disait quand on est quelque part en Angleterre, surtout quand on est un garçon, eh ben on devient supporter d'un club et on ne change pas de club. On peut changer de femme, mais pas changer de club. Donc, voilà, donc il y a c'est dans les gènes... C'est dans les gènes entre guillemets, des Anglais de supporter un club. Donc c'est culturel, on va au stade avec le maillot, en famille. Donc c'est beaucoup plus fort en Angleterre qu'en France, premièrement. Deuxièmement, en termes de marketing du produit, taux de remplissage des tribunes, réalisation audiovisuelle, grande star, investissement étranger, c'est différent. En termes de qualité et en termes de type de football pratiqué, c'est beaucoup plus orienté vers l'offensive. Enfin, le produit est plus spectaculaire, voilà, que ce soit sur le terrain ou que ce soit dans son traitement audiovisuel. Donc il y a clairement pour nous un gros effort sur le marketing du produit à faire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est une question de ce que j'appelle tension compétitive. C'est sûr que mes homologues anglais de la Première Ligue ont profité, il y a 2 ans, lorsqu'ils ont lancé leur appel d'offres pour la séquence 2016-2019, d'une guerre absolue entre Sky et British Telecom, avec British Telecom qui voulait retourner dans les droits sportifs et qui a payé son retour. Et c'est vrai que cette intensité compétitive-là, on l'a pas en France. Alors, la LFP avait un seul produit, hein, c'était le championnat de France de football. Vous en développez d'autres sur le e-sport. Comment est-ce qu'on crée, comment est-ce qu'on market un nouveau produit, un nouveau sport et qui est-ce que ça peut intéresser? Alors en fait, deux éléments de réponse. Premièrement, moi ce que j'essaye de faire, c'est peut-être aussi avec mes expériences professionnelles passées, donc j'essaye de faire de la Ligue 1 une marque, donc et de gérer la Ligue 1 comme une marque, au sens vraiment marketing du terme. Donc ça, c'est une réponse un peu générale à votre question, en s'inspirant des best practices qui sont en Angleterre et en Allemagne, donc par exemple, où la ligue est gérée comme un spectacle. Enfin, le football est géré comme un spectacle. Le spectacle, ce sont les joueurs, les spectateurs, mais aussi les arbitres, les dirigeants. Enfin, il y a vraiment tout un écosystème qu'il faut marketer comme un spectacle, comme de l'entertainment. Donc ça, c'est le premier point. Et pour répondre à votre deuxième question sur le e-sport, on a créé donc avec Electronic Arts la e-Ligue 1, donc qui démarre donc à la fin de la semaine. Donc on annoncera d'ailleurs demain le partenaire média que nous avons retenu. Je fais un teaser. Donc c'est un déploiement de la marque Ligue 1 sur notre territoire, qui est celui du e-sport, territoire en croissance, qui adresse une cible de jeunes. Donc c'est aussi pour porter la marque Ligue 1 sur une population qui est en gros les 18-24. Je ne suis pas un spécialiste de e-sport, mais je peux vous répéter ce que les gars de EA m'ont dit. Donc c'est effectivement les jeunes de 18 à 30 ans, on va dire, même au-delà de 24 ans, qui jouent à FIFA 2017, donc que ce soit sur Microsoft ou la PS4. Donc, on a ainsi l'objectif de porter la marque sur notre territoire.
Sans jouer aux devinettes, le partenaire média, c'est un média traditionnel ou c'est une plateforme numérique? C'est un média, c'est une alliance entre un média traditionnel et un acteur d'Internet. Mais j'en dirai pas plus, cher Philippe. On fait une conférence de presse demain avec c'est donc un binôme qui a été retenu entre une chaîne de télévision traditionnelle et un acteur de l'Internet qui est en train de se développer sur le e-sport. Webedia, par exemple. Je ne sais pas. Sait-on jamais. Vous évoquiez tout à l'heure, Didier, l'attractivité du foot pour les chaînes gratuites et pour les chaînes payantes. Et aux États-Unis, on voit les plateformes numériques s'y intéresser de plus en plus. Yahoo avait créé le premier l'événement en achetant le match d'ouverture de la NFL ou de MLB. Je sais plus. Match d'ouverture de la NFL à Londres pour 15 millions. En octobre 2015. Ouais. Et Twitter vient de signer pour la saison 2016-2017 avec la NFL aussi américaine un accord pour diffuser une quinzaine ou une vingtaine de matchs, 1 million d'euros le match de mémoire. 10 matchs. 10 matchs. Donc on voit bien que les GAFA, entre guillemets, sont en train de, alors qu'ils sont sur un modèle plutôt gratuit au départ, sont en train d'y aller aussi. Amazon a participé au dernier appel d'offres de la Bundesliga, donc sur les droits de la Bundesliga allemande. Donc Amazon a eu un petit bout des droits pour une 50aine de millions d'euros. Donc ça veut dire que les GAFA viennent aussi dans l'achat de droits. Alors est-ce qu'ils vont venir à la hauteur des acteurs que je qualifierais de traditionnels, c'est-à-dire PTV et maintenant Télécom? Je ne sais pas, je ne suis pas certain. Mais en tout cas, c'est clairement une piste nouvelle qui sera là. Et on peut aussi parler des opérateurs OTT. Donc je citerai un exemple en Allemagne, un opérateur OTT qui s'appelle DAZN, qui est un équivalent, si je peux dire ça comme ça, de Netflix du sport. Donc, qui a payé 20 millions d'euros des droits de la Bundesliga pour avoir un programme avec des résumés de foot à 9,99 par mois, donc sur une chaîne OTT. Donc clairement, le live dans le football commence à intéresser les GAFA et aussi des opérateurs OTT. Mais ça, on en parlait déjà pour les précédents appels d'offres de la L1. On ne les a pas vus arriver finalement, ils ne sont pas venus. Le prochain, c'est 2020, c'est ça? Enfin, les droits courent jusqu'en 2020, donc ça sera vous allez les organiser en 2019. Là, vous avez déjà des contacts, des marques d'intérêt, comme on dit. Vous avez raison, Guérand. En 2014, ils n'étaient pas là. Voilà. Donc, la séquence de droits Ligue 1 aujourd'hui court jusqu'à 2020. C'est vous qui dites qu'on va lancer l'appel d'offre en 2019. Non, si vous le lancez en 2021, l'appel d'offre, on a en effet... 2021, il sera trop tard. On a jusqu'à 2019 pour le lancer, mais nous sommes en novembre 2016. Donc voilà. Non, mais est-ce que vous avez déjà des marques d'intérêt? Est-ce que vous voyez déjà Non, mais objectivement, aujourd'hui, on n'a pas commencé à travailler sur ce sujet. Donc les marques d'intérêt, on a plus que des marques d'intérêt. On a Amazon qui a acheté des droits de la Bundesliga. On a Twitter qui achète des droits de la NFL. Donc on sait que les GAFA regardent, ils font plus que regarder, ils achètent. Mais je pense qu'ils achètent dans des pays ou sur des produits qui sont très bien marketés et très en avance. Et en fait, nous, d'ailleurs, ça revient à ma remarque précédente, je pense que pour nous, le bon moment, ça sera lorsque notre produit sera plus spectaculaire qu'il ne l'est aujourd'hui, d'une part, lorsque la compétition sera plus importante, lorsque le PSG, d'ailleurs cette année c'est une bonne nouvelle, le PSG n'est pas en tête du championnat, c'est Nice, et donc il faut qu'il y ait une compétition pour la première place, il faut qu'il y ait un produit plus spectaculaire, et il faut qu'il y ait une tension compétitive. Et en effet, les GAFA, ils contribuent à créer de la tension compétitive. Quand on additionne tout ça, eh ben, on verra la date optimale à laquelle il faut lancer. On va poser la question à Sébastien Perron, puisque vous avez cité Amazon, YouTube, Twitter, Yahoo. Donc, et quid de YouTube? Alors moi, je suis le Y de GAFA. Nous, notre positionnement, pour l'instant, il est vraiment différent, dans le sens où on est, Didier le disait, dans une logique de complémentarité. Aujourd'hui, sur le sport, l'idée, c'est véritablement d'être sur les résumés, les buts, les meilleurs moments, les archives aussi. Il y a 18 000 vidéos qui sont sur la chaîne de la Ligue 1 aujourd'hui, donc on peut revoir plein d'archives. Notre positionnement, il est plutôt là que sur de l'achat de droits et de l'achat quel qu'il soit. On reste une plateforme, et donc notre logique, elle est davantage de travailler avec les ayants droit
en respectant la chronologie des droits. Donc en France, c'est à partir du dimanche soir à minuit. Dans d'autres pays, c'est autre chose. Cet été, pendant les JO, on était sur du Near Live avec France Télévisions qui mettait en ligne des moments au fur et à mesure de la journée. Donc on est vraiment comme une plateforme à proposer véritablement nos technos pour les ayants droit, charge aux ayants droit ensuite de les utiliser en fonction de leurs droits. Donc ça peut être avec un organisateur, comme c'est le cas avec le Tour de France ou Roland-Garros, ça peut être avec un broadcaster. On a diffusé, BT a diffusé la dernière finale de la Ligue des Champions et la finale de l'Europa League sur YouTube en live. Ils ont simplement utilisé nos plateformes. On n'a pas fait l'acquisition de droits. On est vraiment, encore une fois, dans une logique de dire voilà, nos technos sont là, nos plateformes sont là. Charge aux uns et aux autres de les utiliser si c'est leur choix. Mais quand vous voyez l'engouement actuellement pour le live, précisément sur les plateformes sociales, alors, il y a eu Periscope et Serge Aurier, mais il y a les achats de droits qu'on évoquait à l'instant. Il y a Facebook Live qui a pris une place dans le débat très importante, alors que c'est vous, historiquement, vous et Dailymotion, qui avez les premiers diffusés en live. Ça vous fait pas réfléchir et ça vous donne pas envie d'aller un peu plus loin quand même dans le fait de faire vivre en direct les compétitions? Et pour ça, donc, peut-être de contrôler les droits et pas simplement d'être un tuyau ouvert aux autres. Alors, vous avez raison sur le fait qu'on a été les premiers à se lancer sur le live. YouTube Live existe depuis 2011. Notre logique a vraiment été d'améliorer le produit au fur et à mesure. On a encore apporté des modifications cette année, puisqu'on peut faire du live 360. France Télé l'a utilisé à l'occasion de Roland-Garros, par exemple. Et puis on va lancer très prochainement, on a lancé mais en bêta du live sur mobile pour faire en sorte qu'en quelques clics à partir du mobile vous soyez sur un live. Donc on cherche à faire en sorte que l'usage pour les créateurs soit, et ayant droit au sens large, soit aussi diversifié que possible. Donc à la fois je suis un créateur et j'ai envie d'être en live, hop, je peux l'être facilement, ou j'ai envie de tourner quelque chose de beaucoup plus poussé, je vais pouvoir le faire sur YouTube en particulier. Aujourd'hui, vraiment, on est dans le positionnement que je décrivais tout à l'heure, qui est celui d'apporter une techno à des ayants droit. On n'est pas dans un positionnement qu'on voit en effet de certains de nos confrères, d'acheter des droits. Même dans notre ADN aujourd'hui, il faut bien savoir que si on achetait des droits, on ne saurait pas tellement quoi en faire. Parce qu'on est une boîte d'ingé aujourd'hui et qui est là plutôt pour, encore une fois, apporter des technos. Donc ça serait un changement vraiment radical de stratégie. Est-ce que ce sera le cas ? J'en sais rien à ce stade. Je prépare déjà les plans pour 2017. Je peux vous dire que ce ne sera pas le cas en 2017. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on est dans ce positionnement-là. Le futur, on verra. Et si vous deviez, entre les différents produits de la Ligue, faire votre marché entre le e-sport et la Ligue 1 traditionnelle, et compte tenu de l'ADN de YouTube, ou votre cœur balance, ou vous iriez plutôt sur l'un ou sur l'autre ? On est sur deux thématiques qui sont extrêmement puissantes sur YouTube, le sport et les jeux vidéo. Donc là, c'est la réconciliation des deux. Aujourd'hui, YouTube est la première plateforme de jeux vidéo. On est en train de lancer YouTube Gaming dans différents pays. On fait en sorte que ça arrive au plus vite en France. Donc remettre le live et le jeu vidéo au centre du jeu, si je puis dire, avec une plateforme dédiée. Donc on verra quand on peut le lancer en France. Moi, je n'ai pas particulièrement envie de faire de choix sur le e-sport et la e-Ligue 1. Aujourd'hui, vous avez énormément de créateurs YouTube qui streament déjà sur YouTube notamment liés à FIFA. Donc j'allais dire, quelle que soit l'identité du partenaire qui va être annoncé demain, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de créateurs qui pourraient participer à cette compétition, créateurs YouTube qui pourraient participer à cette compétition. Donc aujourd'hui, le sport et les jeux vidéo sont deux thématiques phares sur YouTube. On a envie que ça continue. On travaillera pour ça. Alors précisément, vous étiez à la pointe de ça, mais maintenant il y a les plateformes Twitch pour les jeux vidéo et tous les médias, et peut-être que M6 nous dira l'intérêt qu'il a pour le e-sport, mais là on a vu ces dernières semaines
Canal Beaucoup Plus d'annonces, se ouais. positionner, TF1 se positionner, voilà. Et ils ont l'intention d'y mettre pas mal de moyens. Vous n'avez pas l'impression, pardon, de vous faire dépasser et de rester sur le bord de la route? Non, je ne crois pas, parce que on voit que les usages continuent de progresser extrêmement fortement sur notre plateforme. Et encore une fois, rien n'empêche, lié à ces annonces, les acteurs dont vous parlez, de travailler avec nous sur ces sujets-là. À un moment donné, on peut tout à fait imaginer, comme on le fait sur toute autre chose, travailler avec ces acteurs pour avoir une expérience additionnelle, en plus de leur propriété sur YouTube. C'est des sujets qu'on a mis en place sur le sport, qu'on a mis en place sur le broadcast, sur tout un tas de Vous restez choses. toujours, comme vous dites, en complément. Vous n'avez pas l'ambition ou l'intention d'être en la chaîne du e-sport ou l'endroit du e-sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les éditeurs de jeux vidéo qui sont déjà extrêmement présents, qui font, on parlait de live, qui font beaucoup de live sur notre plateforme, notamment sur tout ce qui est avant-première, etc. Donc c'est simplement que c'est vrai qu'on a peut-être moins d'effets d'annonce, mais c'est plus du ongoing pour nous, mais les chiffres parlent pour nous. Si on prend YouTube de manière générale, on a encore fait plus 100% year on year de temps passé sur mobile. Au global, on est à 50% d'augmentation, si je parle cette fois de tous les devices. Donc les usages continuent d'augmenter à travers les partenariats qu'on met en place avec ces différents ayants droit. Tout à l'heure, Didier Quillot parlait d'Amazon. Alors, je vais faire un autre parallèle avec Amazon. Ils produisent depuis quelque temps un magazine lifestyle pour lequel ils sont associés avec un producteur. Donc ça nous permettra ensuite de nous tourner vers Viviane et François. Mais ça, c'est des modèles. Donc là, on n'est plus dans le sport, on est plutôt dans du magazine de flux plus traditionnel, entre guillemets. C'est des choses sur lesquelles vous travaillez, et je dirais activement, c'est-à-dire dans le cadre de partenariats et pas simplement dans un simple cadre de plateforme. C'est un peu le cas aux États-Unis, où on a lancé un produit qui s'appelle YouTube Red. Donc YouTube Red, c'est YouTube où, en gros, vous avez le choix entre soit continuer à avoir l'expérience que vous avez sur YouTube aujourd'hui, soit payer $10 par mois et pouvoir ne pas avoir de publicité, d'avoir la possibilité de mettre du contenu en offline si vous êtes dans un train ou dans un avion. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir quelques contenus exclusifs. On en aura une vingtaine d'ici la fin de l'année, donc originaux liés à YouTube Red. Ailleurs qu'aux États-Unis, on est en train d'explorer comment avancer sur ces sujets-là. Je n'ai pas d'annonce à faire aujourd'hui, mais en Europe, j'espère qu'on aura des choses à exprimer l'année prochaine. Mais en France, par exemple, travailler avec Newen ou avec Banijay, c'est possible, plausible, en cours de discussion, cocher la case. Travailler avec Banijay, Newen ou d'autres, évidemment que c'est possible. On est, sur ce sujet précisément, comme je le disais, on est en train d'explorer ailleurs qu'aux États-Unis. Après Banijay, on a travaillé ensemble par passé sur les chaînes originales, typiquement, où il y avait une des 13 chaînes originales qui ont été lancées il y a maintenant 5 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Et bien sûr qu'on est tout à fait prêt à retravailler avec ces partenaires. Et donc, vous avez dit que sur l'acquisition de droits sportifs, ça, c'était sûr, ça ne serait pas en 2017. Mais sur les partenariats YouTube Red en Europe, là, par contre, on peut attendre des choses, disons, en semestre 1. On est en train d'explorer en dehors des États-Unis. Encore une fois, je n'ai pas particulièrement d'annonce à faire aujourd'hui. Explorer, ça prend combien de temps, en fait, pour poser la question différemment? On essaie de lancer YouTube Red le plus vite possible. Ouais. Donc j'espère qu'on lancera au plus vite en 2017. Après, vous dire quand précisément, je ne saurais pas. Ça veut dire qu'en amont, il faut avoir discuté avec les producteurs. Oui. Peut-être pour poursuivre et rebondir et ne pas vous embarrasser, Sébastien, parce qu'on sent que vous avez envie de nous répondre, mais je fais de mon mieux. Sur le début de cette discussion, ce que disait Thomas au départ, la valeur d'émotion qui est de plus en plus à donner au programme, qui soit réellement en direct ou qui soit enregistré, mais qui donne ce parfum, entre guillemets. Moi, j'avais dit Canada Dry, c'était moins élégant. Est-ce que ça fait bouger la façon dont aujourd'hui vous produisez? D'abord,
proportion stock et flux, et puis la manière d'écrire, encore une fois, l'un ou l'autre, Bibiane ou François, Bibiane. Et puis avec toute notre sympathie pour avoir été victime d'Anne Hidalgo et de ses Non, méfaits. je sais pas, les tunnels sont totalement bloqués par la police, donc je pense que c'est plus qu'Anne Hidalgo. C'est soit un accident, soit je ne sais pas, mais enfin, pardon en tout cas d'être en retard. La valeur d'émotion et la valeur Thomas en a parlé, je crois que c'est l'événementiel aujourd'hui dans la télévision traditionnelle qui l'emporte, enfin dans la télévision en règle générale, l'émotion, mais je crois que le côté événementiel est très important. Je ne sais pas si on a changé notre manière de produire ou si on va la changer par rapport à ça, parce que c'est, comme on dit, il faut faire des bonnes histoires avec des bonnes émotions. Je dirais que c'est un principe de base pour faire de la télévision et qu'elle soit regardée. Par contre, le direct, et je dirais s'il y a de plus en plus de chaînes qui font du direct aujourd'hui, notamment en avant-soirée, c'est que on a cette sensation que tout peut arriver tout le temps et que les réseaux sociaux apportent énormément au direct, c'est-à-dire que, y compris aux incidents. C'est-à-dire que les incidents, encore samedi soir, quand il y a un micro qui ne marche pas sur une grande émission musicale sur une grande chaîne, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui se trouvaient sur les réseaux sociaux qui ont peut-être eu envie de venir voir le live parce qu'on a beaucoup buzzé sur les réseaux sociaux sur cet incident. Donc aujourd'hui, le live reprend de la valeur, je dirais, grâce aux réseaux sociaux. Et je pense que, en tout cas, certaines émissions d'avant-soirée sont construites pour avoir des reprises et créer de l'émotion et créer plus de téléspectateurs, c'est certain. Alors, vous dépeignez une des émissions de Banijé Group, hein, on l'a reconnu, c'est « Touche pas à mon poste » quand même. Donc, donnons le micro à France-Anne Brugada et on vous le redonnera. Est-ce que c'est ça, c'est la construction des incidents, c'est le fait qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais que de toute façon, ce qui se passera sera relayé sur les réseaux sociaux. C'est vraiment cette nouvelle écriture? Je ne crois pas que ce soit l'ingrédient unique. Ce qui est certain, c'est l'ingrédient qu'on voit beaucoup sur TPMP quand même. Ce qui est certain, c'est que si ceux qui se rappellent de l'émission à son tout début, c'est une des premières émissions qui parlait de Tutter et Boubouk de façon extrêmement régulière. Cette espèce d'interaction permanente, l'émission, les coulisses de l'émission, cette mise en abîme en permanence de ce qui se passe dans l'émission, ce qui s'est passé hier dans l'émission, ce qui va se passer peut-être demain, ça fait partie effectivement du concept. Et c'est certain que lorsqu'on rentre de chez soi le soir, qu'on a envie de se vider la tête et qu'on a une bande de rigolos et qu'en plus on sait que c'est en direct et donc personne pourra couper un moment où peut-être que ça va aller un peu trop loin ou que des mots malheureux seront prononcés, etc. On sait qu'il va se passer quelque chose, donc évidemment il y a un attrait particulier du direct. Donc pour cette émission-là, je pense que c'est effectivement un ingrédient clé, mais j'ai tendance à être totalement d'accord avec Thomas sur le fait que l'important, c'est l'émotion qu'on ressent devant sa télévision. Donc cette émotion, elle peut venir du fait de cette tension du direct et qu'est-ce qu'il va se passer dans quelques instants, mais elle peut aussi simplement se passer parce que la promesse et l'histoire qu'on va vous raconter est d'une telle densité émotionnelle que de toute façon vous allez venir. Quand vous regardez le premier épisode de Koh-Lanta sur TF1, vous voulez faire connaissance avec ces personnages, vous voulez voir comment l'intrigue va s'installer et le succès de Koh-Lanta ne se dément pas. Alors la dernière émission, qui elle est une émission en direct, qui révèle le nom du gagnant, un peu comme n'importe quelle grande cérémonie, comme les Miss France de mon ami Nicolas ou les Energy Music Awards dont on a parlé il y a un instant, ça apporte quelque chose en plus. Donc au lieu de faire 5-6 millions, on va faire 400 000 téléspectateurs de plus, 500 000 téléspectateurs de plus sur la finale de Koh-Lanta. Mais je dirais que dans certaines émissions, c'est vraiment intrinsèque au concept, et c'est très bien, et ça fait partie du succès, mais ça n'est pas la clé universelle du succès. Je pense que, heureusement pour les chaînes de télévision, on n'a pas besoin de tout faire en direct. Il y a des émissions qui peuvent être excellentes et délivrer d'excellents résultats sans être en direct, voire seront meilleures parce qu'elles ne sont pas en direct, et qu'on va pouvoir mieux raconter l'histoire en prenant son temps, en la montant et en la racontant efficacement. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet économique quand même aussi, en tout cas s'agissant de ces émissions en direct, notamment en access, parce qu'à la différence d'un jeu dont on enregistre 4, 5, 6, 8 en rafale,
on est là tous les soirs, l'équipe doit être mobilisée tous les soirs, etc. Donc est-ce que Enguerrand parlait tout à l'heure de l'impact sur les coûts de grille et les coûts de prod. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez déjà ? Non, mais ça coûte évidemment plus cher d'allumer le chapiteau tous les soirs à 18h30 jusqu'à 21h que de mettre en boîte 5 émissions par jour et de les diffuser tout au long de la semaine. Mais je pense qu'en tout cas, sur une économie d'accès, en tout cas, c'est accessible à la plupart des chaînes. On est très loin du football. Une émission... Non, mais on a beaucoup parlé du football. Je trouve ça formidable. Je fais partie de ces 22 millions de téléspectateurs qui étaient là lors des grands événements. C'est génial. Heureusement pour nous, le football est un produit très rare, donc extrêmement cher. Tellement cher, sans révéler de secret, mais Thomas le dira mieux que moi, je pense que le retour sur investissement est quasiment impossible pour les chaînes qui en achètent les droits. Et heureusement pour Viviane et moi, il y a beaucoup d'autres cases à remplir tout au long de l'année, tous les jours, toutes les semaines, sur toutes les chaînes, pour faire des succès, faire des centaines de milliers, des millions de téléspectateurs d'une façon différente. Voilà. Du coup, j'ai perdu le fil de ta question. Pardon. Non, mais c'était le sujet économique. Peut-être Bibiane aussi sur ce sujet, sachant qu'en plus à Newen, vous avez à la fois de la fiction, donc non concernée, mais de l'info et puis du magazine et du divertissement. À Newen, on est essentiellement sur le stock, donc effectivement essentiellement sur de la fiction qui peuvent aussi créer l'événement et de l'émotion, donc qui sont très intéressantes à la fois pour les distributeurs et pour les chaînes, car ce sont des programmes qui se rediffusent, contrairement au live. Et on est quand même dans une période de quasi-pénurie de programmes, donc tout ce qu'on peut fabriquer, garder et rediffuser, quand on voit le nombre de rediffusions sur les chaînes. Donc le stock est très important. En info, on est également sur du magazine et du documentaire, donc on est également sur du stock moins rediffusable dans certains cas, mais sur du stock. Et les émissions qu'on produit, comme Pop-Up ou l'émission Cinéma de Canal, ne sont pas des émissions qui méritent le direct. Donc le direct, c'est effectivement intéressant, mais c'est pas ce que les producteurs produisent le plus aujourd'hui. Ça, c'est vrai pour Banijé, c'est vrai pour Newen et c'est vrai pour la majorité des producteurs aujourd'hui. Chez M6, Thomas, la proportion de direct enfin M6 et ses petites sœurs, enfin W9 et Sister, il y a une valeur directe aujourd'hui ou pas particulièrement ? Non, pas particulièrement. Il y a des programmes qui sont bien quand ils sont conçus pour être en direct et d'autres qui sont très puissants quand ils sont enregistrés. C'est pas un critère direct. Le critère le plus important, c'est de créer l'événement, c'est de créer un storytelling qui soit le plus efficace possible. Et il y a même des émissions qui sont parfois en direct, comme Incroyable Talent, et parfois les premières émissions sont enregistrées et les dernières sont en direct. Voilà. Donc on peut créer l'événement, on peut créer en fonction. C'est pas l'alpha et l'oméga de la puissance de la télévision. Mais je voudrais juste revenir sur une chose, parce qu'on a souvent opposé ces 10 dernières années, notamment dans la presse, dans des relais d'opinion, le fait que le digital, l'Internet, allait tuer la télévision. Alors heureusement, c'est plus le sujet aujourd'hui, je crois. Enfin, j'allais quand même juste le signaler, parce que ce sont deux médias différents et très complémentaires. D'ailleurs, ça a été dit là aujourd'hui, et que la télévision en direct avec son offre non linéaire est restée et restera extrêmement puissante. Et si on oppose ce qui a souvent été fait depuis le magnétoscope il y a 30 ans, le à la demande et le en direct, le linéaire, ce qui est offert et présélectionné pour vous, eh bien, il y a une demande extrêmement considérable pour l'offre éditorialisée. Il y a une demande absolument considérable pour une offre qui a été présélectionnée pour vous et qui vous est offerte. Avoir à choisir par rapport à une bibliothèque de programmes à tout moment ou tout instant, c'est fatigant. Donc, cette offre linéaire... Prenons la radio. La radio, ça fait des années que ça existe. Hein. Est-ce qu'il y a une offre aujourd'hui? Il y a une offre aujourd'hui gratuite de musique et de son absolument considérable.
Et la radio résiste, les gens écoutent toujours autant la radio, parce qu'il y a des gens qui ont sélectionné une offre qui correspond aux tendances du moment et à une éditorialisation qui vous plaît sur telle ou telle marque. La télévision, c'est pareil, et dans 10 ans, ça continuera à être la même chose. Et je voudrais juste terminer par une petite anecdote sur la puissance des uns et des autres. Dans Incroyable Talent, dans le premier numéro, il y a une personne qui est venue, qui est un maçon, qui s'est mis à chanter de la musique avec une guitare. C'était entre 22h24 et 22h30. Il y a 4 200 000 personnes qui ont regardé ces 6 minutes d'intervention, qui ont fait pas mal buzzer parce que ça a été le buzz, il a été envoyé directement en finale. Il y a eu 9 millions de personnes qui ont vu cet extrait-là, ou ces quelques minutes-là, sur Facebook. 9 millions, c'est absolument considérable. Et il y en a 4 millions qui ont vu ou revu ce programme sur Sisplay. Alors évidemment, quand ils le regardent sur Sisplay, ils le regardent dans la durée, parce que la durée d'écoute sur Sisplay est absolument considérable, c'est de l'ordre de 45 minutes sur une émission de ce type-là. Voilà, donc cette complémentarité qu'il y a eu entre les deux, cette résonance du digital par rapport à un événement collectif qui a été à un instant donné, et ce garçon, il se trouve qu'il avait mis cette même chanson, très émouvante, très forte, extrêmement bien chantée, sur YouTube, 4 mois auparavant. Il avait fait 4720 vues. Et le lendemain, du jour où il est passé à la télévision, il est passé à cette surexposition. Voilà la complémentarité absolument fantastique qu'il peut y avoir entre l'un et l'autre. Mais à propos de complémentarité, est-ce qu'il n'y a pas un peu, vous avez cité les uns et les autres, à peu près tous, justement, la mise en résonance des réseaux numériques et de la télé traditionnelle, enfin de la télévision. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une réinvention ou une nouvelle étape, disons, à franchir? Et là, la question s'adresse à tous, dans la manière d'activer ces réseaux. D'abord, quel réseau? Il me semble qu'il y a encore une tendance, disons, à considérer Twitter comme un réseau grand public, alors que trimestre après trimestre, maintenant, les chiffres d'utilisation de Twitter stagnent. Est-ce qu'il y a est-ce que, on voit souvent les dispositifs numériques se limiter un peu à la reprise de bandes annonces, sans donner le sentiment que vraiment les choses aient été pensées entre la chaîne et le producteur au stade de la production, au stade de la captation, avec de la réalisation d'images un peu exclusives, de coulisses ou autres. Est-ce que vous ne devez pas, les uns et les autres, faire un peu une sorte de mea culpa, entre guillemets, pour dire oui, on a encore pas mal à apprendre dans la maîtrise des réseaux? Il y a déjà quand même une utilisation massive en parallèle de la télévision des réseaux sociaux. On a une petite émission qui fonctionne assez bien sur une des chaînes du groupe M6 sur W9 qui s'appelle Les Marseillais. La dernière saison vient de se terminer, c'était une dizaine de semaines. Les chiffres sont absolument incroyables puisque les audiences sont très très bonnes sur la chaîne. Et à côté de ça, si on cumule le replay et l'ensemble des vidéos vues, on a dépassé les 100 millions de vidéos vues pendant juste cette saison-là. Ce qui est quand même spectaculaire. Et pourtant, effectivement, on ne produit pas encore de contenu spécifique pour le web, mais simplement en replay, en extrait, on a une consommation qui est considérable. Et ça rejoint quand même aussi, c'est la seule petite nuance que j'apporterai à ce que dit Thomas, au sujet de la consommation. C'est vrai que quand je dis ça, c'est que c'est une prise de conscience à la fois des chaînes et des producteurs qui doit être effective, dans le sens où c'est vrai que la consommation télé continue à augmenter, mais il y a un tout petit trompe-l'œil là-dessus, c'est qu'elle continue de progresser beaucoup au-delà de 50 ans. Si on regarde les moins de 50 ans, c'est déjà en train de baisser depuis plusieurs années, et si on regarde les 4-14 ans, je fais exprès un focus sur les plus jeunes, elle est nettement en retrait par rapport à ce qu'elle a été dans le passé. Donc il suffit d'avoir un 4-14 ans dans votre entourage, il vient passer un samedi après-midi chez lui, le réflexe est de lui montrer la télévision et la télécommande, il y a de fortes chances qu'il hausse les épaules et qu'il ne la regarde pas. Donc on doit prendre évidemment tous ça en compte, nous, chaînes de télévision, nous, producteurs, parce qu'ils vont consommer des images et ils vont les consommer différemment, 9 fois sur 10 sur leur mobile. Voilà, donc il y a tout un pan de consommation qui est en train de se créer, en tout cas sur les plus jeunes, qui se crée en dehors de la télévision.
Ce qui n'empêche pas, et je souscris totalement à ce qu'a dit Thomas, sur le fait que les Cassandres qui annonçaient que la télévision linéaire était morte il y a 5-6 ans se sont complètement trompés. Et je pense que dans 10 ans, il y aura toujours une demande très forte pour une télévision linéaire. Néanmoins, si on regarde en tout cas les plus jeunes, il y a vraiment un shift de consommation qu'on peut accompagner en proposant d'autres façons de consommer les programmes qui sont achetés par les chaînes, ce que les grands groupes comme M6 ou TF1 et les autres font d'ores et déjà très bien. Et puis il faut réfléchir aussi peut-être à d'autres offres qui soient directement sur le digital pour ces cibles-là. Mais alors, effectivement, et ça permet de rebondir. Il y a de nouvelles écritures très, très caractéristiques. On a vu les youtubeurs, avec tous les codes des youtubeurs de jeux vidéo, des youtubeurs beauté, et donc ça c'est des nouveaux codes. On voit les stories de Snapchat, c'est véritablement des nouveaux codes et qui ont été adaptés à la chaîne France Info. Là, donc on reprend. Est-ce que vous reprenez tous ces codes, les nouveaux codes de Facebook Live? Est-ce que vous regardez ça? Est-ce que vous les reprenez? Est-ce que vous les intégrez maintenant dans vos nouvelles productions, François de Belgada ou Bibiane? Je voudrais dire que, revenir un petit peu en arrière, on s'est beaucoup cherché, producteurs et diffuseurs. C'est-à-dire qu'on a eu tous très peur quand même de ce qui se passait sur le digital lorsque ça a commencé. Donc on s'est tous dit, est-ce que la télévision ne va pas disparaître, hein? On s'est tous posé ces questions. Donc on en a fait énormément. On a énormément produit. On a fait de la social télé, on a fait du second écran. On a fait, en lançant des fictions, certaines chaînes, le service public notamment, a fait des formidables programmes digitaux que peu de monde ont vu, mais qui étaient magnifiques. Voilà, tout le monde s'est cherché. Peut-être parce qu'on avait peur, aussi parce qu'on avait envie d'être aussi créatif que tous ceux qui travaillaient sur le digital. Puis on s'est rendu compte que tout ça n'avait absolument aucune économie. On est quand même dans un monde d'économie, donc on a commencé à se poser des questions. Et petit à petit, là, je ne vais pas dire qu'on est dans la maturité, on rentre peut-être en CP, c'est-à-dire qu'on commence à voir que les programmes, comme le disait Thomas tout à l'heure, il peut y avoir les réseaux digitaux et qu'ils sont totalement complémentaires de ce que fait la télé. Sauf qu'on sait que lorsqu'on fait de la télé aujourd'hui, pour avoir de l'audience et pour avoir des annonceurs, il faut qu'on en touche tous les publics. Donc le public le plus âgé qui aujourd'hui, bien sûr, va sur Facebook, Twitter, etc., mais est quand même très attaché à son écran et à la consommation linéaire, mais aussi les jeunes. Donc il y a le choix du programme. Si on a un programme fédérateur comme La France a un incroyable talent, qui est, je crois, un programme énormément fédérateur, comme Ninja Warrior, on sait qu'on va pouvoir rassembler le public. Mais lorsqu'on a on fait ce genre de choix, et même sur d'autres, il faut tout de suite prévoir ce que peut être le digital. Et aujourd'hui, pourquoi je dis on commence à être un peu on commence à réfléchir à ça dès le départ. Lorsque on fait un casting, on se dit tiens, est-ce qu'on n'irait pas voir s'il n'y a pas un jeune YouTuber qui est tellement formidable et qu'on lui proposerait un petit rôle pour essayer d'aller chercher sa communauté et de le mettre. Lorsqu'on fait un casting de jeu ou un autre casting, on va voir sur les réseaux sociaux s'il n'y a pas des gens qui sont directement concernés. Je ne vous parle même pas de ce qui est la communication en amont sur les programmes où aujourd'hui la communication digitale est véritablement prise en compte. Donc on entre dans une phase où on a, en tout cas nous les gens qui fabriquons pour la télévision linéaire, on n'a plus peur du digital, et on se dit comment est-ce qu'on peut faire pour amener le public qui, comme le dit François, est en masse sur le digital, comment le faire venir en complément de la télé, puisque effectivement il quitte un peu la télé. Peut-être pour traduire quand même en termes un peu plus crus ce que disait Bibiane à l'instant et ce que j'ai entendu exprimer plus crûment encore une fois par un patron de chaîne. Aujourd'hui, on sait faire des dizaines de millions de vues sur YouTube ou sur Facebook. La difficulté, c'est qu'on ne met pas grand-chose en face en termes de monétisation. Donc, est-ce que du côté de Google, de YouTube, il n'y a pas, potentiellement de Facebook, on posera la question à Laurent Soli, est-ce qu'il n'y a pas des pratiques ou partenariats ou des bases de partenariat à réviser pour permettre une monétisation plus efficace et peut-être encore une fois dans un meilleur partage entre la chaîne et la plateforme? Alors déjà, juste pour revenir une seconde sur un des points que j'ai oublié de mentionner, notre plateforme, elle sert aussi et beaucoup à faire du talent scouting.
Et du coup, félicitations à la personne qui a trouvé le talent d'incroyable talent avec seulement 4700 vues, parce que c'est un vrai challenge d'arriver justement dans la masse de contenu qu'il y a, à trouver, comme ça a été le cas sur The Voice avec MB14, etc., de trouver ces talents qui sont présents sur YouTube, mais encore faut-il arriver à les détecter. Pour vous répondre sur la monétisation, je pense qu'on travaille sur plusieurs aspects à la fois. Il y a un sujet qui est lié à la pub en elle-même, devant les vidéos. Là-dessus, le sujet pour nous, bien évidemment, c'est de faire en sorte que la régie Google, qui commercialise YouTube, développe ses revenus le plus vite possible pour que nos partenaires aient de plus en plus de revenus aussi, et que le sujet de la monétisation soit réglé. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la croissance des usages est plus forte et plus rapide que la croissance des revenus et des chiffres de budget globalement au niveau des revenus. Ça, c'est très clair aujourd'hui. Notamment tiré par le mobile, comme je le disais tout à l'heure, et comme ça a été mentionné plusieurs fois. Donc ça, c'est un axe majeur. On a toute une régie qui travaille dessus au quotidien. Après, il y a d'autres axes de revenus qui peuvent être des revenus complémentaires. Déjà, le premier point, c'est de se dire, nous, notre promesse, c'est pas de donner 100% des revenus à un producteur, à une chaîne, etc., sur un programme. Notre promesse, c'est d'aider à lancer une marque potentiellement. Je parlais de talent scouting, mais ça peut être aussi lancer une marque. Développer des revenus liés à la pub, certes, mais aussi potentiellement, et on le voit de plus en plus, via des diversifications. Donc là, typiquement, TF1 vient de mettre en ligne le spectacle de Norman. Donc Norman fait des vidéos, Norman, le deuxième youtubeur en France, sur Google Play, ce qui fait qu'aujourd'hui, Norman, qui a 8 millions d'abonnés, a mis en ligne une vidéo la semaine dernière en disant « Tiens, mon spectacle est présent sur Google Play, donc vous pouvez l'acheter ». Et là, on est tout à coup sur un autre type de revenu, pas un revenu direct apporté par YouTube, mais en revanche, évidemment, facilité sur YouTube. Détection de talent en démol, avec le Whoop, ça a été d'abord une chaîne sur YouTube et une marque qui s'est créée avec un collectif. Ils sont passés de partout en France ensuite pour faire du stand-up. Il y a des bouquins qui se lancent, il y a des lignes de bijoux qui se lancent, etc. Et sur la révision possible des taux de partage entre YouTube, donc taux de régie de YouTube par rapport aux ayants droit, ça c'est une discussion ou un sujet qui est ouvert ou... Je vois que Bibiane Godefroy sourit quand même, je vous l'indique. 45-55. On est sur plus de la moitié de nos revenus qui partent directement aux personnes qui ont mis en ligne le contenu. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas juste une commission régie. Plus de la moitié. Pardon ? 45-55. C'est ça la répartition, 55 pour le créateur et 45 pour YouTube. Donc ça fait un peu plus de la moitié, oui. Ouais. Et vous trouvez ça... normalement, c'était 70-30 à un moment. Alors, une commission régie, vous avez raison, généralement, c'est 30%. Sauf qu'on n'est pas qu'une régie, en réalité. Ce qu'on apporte en plus d'une régie, c'est un player vidéo qui marche parfaitement sur tous les devices. Donc, un coût de bande passante qui serait un coût par ailleurs. On apporte une audience qui est... aujourd'hui, YouTube est le 3e site en France. Donc, vous avez raison sur le fait que si on n'était qu'une régie, ça serait 70-30. Donc après, le sujet, c'est de se dire, est-ce que ce que je viens de décrire à l'instant, donc de la techno, des audiences, etc., vaut le complément ? C'est la question à se poser. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas l'axe sur lequel on travaille le plus fortement. On est plutôt dans une logique d'accéder de faire en sorte d'accroître les revenus, et donc d'accroître le gâteau plus globalement, plutôt que de baisser notre partage de revenus. Accroître le gâteau, ça nous fait un bon sujet pour un dernier tour de table rapide, parce que malheureusement l'heure tourne. Didier, est-ce qu'éventuellement la Ligue, vous pourriez envisager, peut-être d'ailleurs c'est le cas déjà, pour les images que vous apportez à YouTube, le partenariat que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous êtes rémunéré sur la publicité générée sur les vues ? Et puis, est-ce que demain, vous pourriez envisager dans votre prochain appel d'offres
qu'il y ait un des lots qui soit simplement rémunéré au résultat, c'est-à-dire au nombre de vues générées et donc à la publicité que ça permet de récolter. Enfin, vous l'avez vu en regardant l'actualité sur la Ligue de foot ces derniers jours. La Ligue de foot, c'est l'organisateur de la compétition, le régulateur et le marketeur. Mais dans ces deux premiers métiers, organisés et régulés, il y a une gouvernance un peu complexe avec des mandants un peu des fortes personnalités, on va dire. Donc ils aiment bien des revenus fixes, hein. Surtout que nous, pour produire le spectacle, donc il faut quand même engager des joueurs, construire des infrastructures, gérer des problèmes de trésorerie. Donc mes mandants aiment bien les revenus fixes. Voilà, donc ça c'est prévu d'avance et longtemps en avance. D'ailleurs, regardez les appels d'offres sur le rugby, par exemple, le deuxième sport en France en termes de valeur. Ils ont négocié leurs droits jusqu'en 2024. Donc ils aiment bien d'avoir de la visibilité à très long terme. Donc cette idée de revenu variable, et d'ailleurs même les Anglais, qui sont les plus en avance, je le disais tout à l'heure, n'y sont pas encore arrivés. Non, pourquoi pas, en tout cas, nous, notre prochain appel d'offres, quand on le lancera, on va essayer de regarder ce qui se fait de mieux pour augmenter la valeur de nos droits. Pourquoi pas, même si je suis assez réservé à l'heure où nous parlons. François, peut-être sur ces moyens, en tout cas ces leviers de création de valeur, et pour repartir de la phrase de Sébastien. Non, mais pour les producteurs, il y a deux façons de voir, effectivement, c'est les revenus digitaux. Il y a les revenus digitaux en lien avec les émissions que nous vendons à des chaînes de télévision. Et là, on peut gesticuler sur notre chaise en disant c'est pas juste, mais on a fait un choix il y a quelques années qui est de dire qu'on vend à la chaîne l'ensemble de nos droits, c'est-à-dire les droits de diffusion linéaire et les droits digitaux, ce qui me paraît plutôt logique dans la mesure où, comme la chaîne doit faire face à une fragmentation de son audience entre l'audience linéaire, l'audience replay, d'une manière générale, il me paraît assez logique que la chaîne qui nous achète le programme puisse la rentabiliser sur l'ensemble des devices et l'ensemble des moyens de diffusion. Reste ensuite le challenge pour nous qui est de dire est-ce qu'il y a un autre métier à côté de celui de la vente de programmes aux chaînes à inventer et à créer, je dis à créer parce qu'évidemment ça existe déjà, mais c'est encore balbutiant, qui est de dire est-ce qu'on est capable de produire des programmes directement pour le digital, pour des agrégateurs de contenu, mais malgré... Ou pour des Amazon, hein, puisque on a cité l'exemple tout à l'heure. Ça peut être en tout cas d'autres clients de nature digitale, que ce soit les Amazon, les Netflix, ou peut-être un jour YouTube, pourquoi pas, et ou travailler directement aussi main dans la main, peut-être avec certaines marques pour développer des contenus sur mesure. Voilà. Et au-delà les hypothèses sont énoncées. Sur Banijay, il y a un élément de décision, de réponse ou de... Il n'y a ni élément de décision, mais en tout cas, les pistes que je viens d'évoquer sont évidemment des pistes sur lesquelles on travaille. Bibiane ? Je ne peux que confirmer ce que dit François lorsqu'on... Vous ne travaillez pas ensemble, hein, quand même. Non, mais je veux dire, on est producteurs tous les deux, on est représentants du métier de producteur. Quand on vend un programme à une chaîne, on vend tous les modes de diffusion possibles. Je dirais aujourd'hui, la consommation d'émissions sur YouTube est quand même une concurrence directe au programme que l'on a fait et qui est ensuite exploité en replay ou en plus ou en MyTF1 derrière, et que les audiences aujourd'hui sont de plus en plus des audiences cumulées. Il y a certains programmes qui parviennent à faire parfois plus en replay qu'elles ne font en audience linéaire. Donc pour nous, producteurs, et je ne vais pas parler à la place du diffuseur à qui vous avez sûrement posé la même question, il est important que cette audience, elle reste autour de la diffusion du premier programme. Bien entendu, sur la création, quand on aura trouvé le bon modèle économique dans tous les sens du terme, à la fois pour le fabriquer et après pourquoi pas travailler, et au contraire, on commence à pouvoir travailler, on travaille
avec certaines plateformes, je pense qu'il est bien aussi de pouvoir apprendre à travailler pour un public qui, je l'espère, restera encore longtemps sur la télévision, qui est le public des youtubeurs, etc. On n'a pas encore trouvé la manière, on en a vu certains, on a approché, ils ont aussi leur mode de production, il faut dire les choses, internes, qui sont rapides et qui ne sont pas nécessairement les mêmes que celles des producteurs traditionnels. Donc c'est à nous aussi à apprendre à travailler autrement. C'est l'intérêt de tout le monde d'ailleurs. Voilà, mais je ne peux que surenchérir ce qu'a dit François. Thomas, peut-être pour conclure, et d'ailleurs sur cette manière de mélanger les talents, c'est quelque chose que M6 fait depuis longtemps, puisque vous avez Golden Moustache qui est intégré au groupe, et donc la façon de se créer de la valeur autour de ce rapprochement des deux mondes. On a toujours pensé que le métier de diffuseur devait être associé au métier de producteur. Depuis longtemps, on produit des magazines, depuis longtemps, on produit des émissions de flux, et depuis 4 ans, on est aussi dans la production digitale avec Golden Moustache, avec Rose Carpet, qui sont des chaînes digitales, mais qui ont aussi des entités qui produisent selon, avec des nouveaux types de talents, des nouveaux modes de production. Notre métier, c'est de découvrir des nouveaux talents, de leur donner la capacité de s'exprimer. On le fait aussi dans le digital, qui est un univers qui est extrêmement libre, passionnant, intéressant, et dans lequel il y a encore beaucoup à faire. Tu parlais tout à l'heure de accroître le gâteau. Alors ça, évidemment, c'est un sujet important, parce qu'aujourd'hui, qui finance les programmes? Ce sont les diffuseurs. Comment se financent les diffuseurs? Avec, pour les diffuseurs de services publics, la redevance et un peu de pub. Et pour les diffuseurs privés, uniquement la publicité. Uniquement la publicité. Et la publicité en France est restreinte. Donc on pourrait très facilement augmenter le gâteau. Il suffirait de libéraliser un tout petit peu, pas juste libéraliser un tout petit peu les règles qui font que des secteurs sont encore interdits au cinéma, comme le cinéma sont encore interdits, autorisés au cinéma, autorisés sur Internet, mais interdits à la télévision. Ça, c'est pour le cinéma. Mais il y a beaucoup de règles qui restreignent et qui permettraient de donner encore plus de puissance à la capacité de production, d'invention en France. Voilà. Et donc sur la complémentarité, il y a une petite expérience qu'on avait menée il y a 2 ans avec un programme que produit effectivement Banijay, qui était les Marseillais. C'est sur W9. Ça réunit tous les jours 900 000 téléspectateurs. Et le patron, c'était il y a 3 ans, le patron de W9 me dit « Mais ça me fatigue d'avoir ce replay là qui fait 900 000 téléspectateurs aussi. Ça m'enlève mon audience. » Alors, je dis « Mais écoute, c'est très simple. On va faire une petite expérience. On va enlever le replay pendant 3 jours. Puis on va regarder si tes audiences montent. » On a enlevé le replay pendant 3 jours et les audiences n'ont pas bougé. Et on a remis le lendemain le replay, on a retrouvé 900 000 téléspectateurs sur le replay. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas dans la même posture quand on regarde la télévision et quand on regarde ce programme, mais tous les autres, c'est vrai évidemment de tous les autres, et quand on est dans une posture différente, soit parce qu'on n'était pas disponible à ce moment-là, soit parce qu'on a d'autres attentes et qu'on veut le regarder sur d'autres devices, notamment les devices mobiles, pour regarder la télévision. Donc voilà un autre exemple de complémentarité très, très prouvé, très significatif, et qui aujourd'hui fait une fois de plus que notre métier, c'est les deux, et que l'acquisition de droits, effectivement, comme l'ont dit les représentants des producteurs, l'acquisition d'un droit, c'est l'acquisition d'un droit linéaire et non linéaire, et qui permet de rentabiliser et d'exploiter et de donner une empreinte digitale aux programmes qu'on finance et qu'on exploite. Merci beaucoup. Merci. La preuve sans doute de la maturité du marché, c'est qu'il y a encore 3 ou 4 ans, si on avait eu le même panel, Sébastien Perron serait reparti avec du goudron et des plumes. Et maintenant, on arrive à avoir des conversations tout à fait civiles. Merci à vous 5.